Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à la célébration du soixantenaire, mais pas que, et plutôt aux relations bilatérales avec la Tunisie. La célébration du soixantenaire de l'indépendance algérienne était grandiose par son apparat, mais également par ses invités de marque. Le président tunisien était l'un de ses invités de marque. L'occasion a été pour les deux pays fructueuse et en même temps bénéfique, avec l'annonce de la réouverture ou la rouverture des frontières terrestres avec la Tunisie. Une nouvelle qui a apparemment été très bien accueillie des deux côtés des frontières. Un soixantenaire gorgé de bonnes nouvelles et d'annonces positives pour porter l'élan économique et politique de l'Algérie. Retour sur ces festivités et leur lot de positivité avec nos invités ce soir, Rafah Tabib, professeur d'université tunisien, et Gamal Abina, expert en questions internationales. Messieurs, bonsoir. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Et nous rejoindra dans un petit instant Monsieur Rafah Tabib. Monsieur Gamal Abina, en présence de son hôte tunisien, le président algérien Majid Tebboune annonce la rouverture des frontières terrestres avec la Tunisie. Une nouvelle tant attendue par les deux peuples, il faut le dire, aussi bien tunisiens qu'algériens. Quel commentaire peut-on faire de cette nouvelle qui, bien sûr, intervient au même jour où les festivités de l'indépendance de l'Algérie ont été célébrées? Déjà, un commentaire important, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le défilé militaire, c'est que le président tunisien était très proche du président algérien, évidemment. Oui. Et que cette annonce a été faite au moment où il était à prendre son envol à l'aéroport. Donc c'était fait vraiment comme une annonce surprise. Alors il faut savoir que la Tunisie est un pays qui avait qui avait entre 8 et 10 millions de touristes avant, évidemment, la crise. Il y a eu la crise du Covid qui a conduit effectivement à la fermeture des frontières et que ça a eu une conséquence extrêmement lourde sur l'économie tunisienne qui, pour une grande part, dépend des ressources des touristes qui viennent sur le territoire. Donc l'annonce de la réouverture des frontières d'un pays qui a une frontière commune de plus de 1000 km quand même, c'est pas rien, est une annonce extrêmement salvatrice pour l'économie tunisienne et d'ailleurs on se rend compte que la plupart des Tunisiens qui ont accueilli cette nouvelle l'ont accueillie avec le sourire. Oui. Alors, très bien, ils l'ont accueilli avec le sourire. Est-ce que cette nouvelle annoncée sera peut-être, je dis, mais certainement une bouffée d'oxygène pour les deux pays? Et je parle surtout économiquement pour la Tunisie. Qu'en pensez-vous, monsieur Gamal Abina? C'est essentiel parce que, évidemment, les différentes crises qui sont succédées en Tunisie, crise politique, crise économique, crise sanitaire, ont conduit à ce que le tourisme se raréfie. Et il y a eu un élan de solidarité algérien assez extraordinaire qu'on a observé il y a 5-6 ans, au cours duquel les Algériens ont dit que pour soutenir l'économie tunisienne, il fallait que les Algériens aillent faire du tourisme. Et ça a été assez massif. Au départ, 400 000, 500 000, 1 million, 1,2 million. On a porté la quantité à 3 millions, ce qui correspond au réservoir de tourisme à peu près 30% de ce que la Tunisie espère escompter chaque année comme tourisme. Donc c'est considérable. C'est un apport en devise considérable, évidemment, et c'est surtout un signe de solidarité entre les deux peuples qui est indiscutable. Les Algériens, effectivement, aiment voyager, ont un pouvoir d'achat un peu plus important que le reste de l'Afrique du Nord, et de ce point de vue-là, quand ils redistribuent un petit peu de leur capacité à un pays en difficulté, un pays frère, en l'occurrence la Tunisie, eh bien c'est bon des deux côtés. Ça permet à la fois aux Algériens de voir autre chose que l'Algérie, évidemment, puis c'est un grand pays, et en même temps de montrer qu'ils sont capables de faire un tourisme à la fois solidaire et en même temps de découverte d'un pays arabe qui est un pays très proche sur le plan culturel. Oui, d'autant plus que les Algériens sont très friands de la Tunisie en matière de tourisme. C'est une destination très proche, privilégiée et surtout à bon prix, ce qui donc est considéré comme une belle opportunité. Monsieur Gamal Abina, cette annonce intervient dans un moment critique, un moment critique pour les Tunisiens, tant sur le plan politique que sur le plan économique, et on l'a dit. Alors, le pays, la Tunisie, s'approche dans quelques jours, dans quelques semaines, vers des élections référendaires. Est-ce que vous pensez que ce genre d'annonce pourrait constituer un plus ou booster un peu les Tunisiens? Alors je pense qu'il n'y a pas évidemment de hasard de calendrier, que le fait que la Tunisie soit accueillie avec la manière comme on l'a observé par rapport à ces festivités des 60 ans d'indépendance, on se souvient effectivement que pendant la guerre d'indépendance, les Tunisiens ont été aussi frappés par les Français sur un village frontalier. C'est une histoire qui est restée
et qui a été une douleur commune. Mais au-delà de ça, oui, effectivement, cette annonce de l'arrivée massive, parce qu'on estime qu'il va y avoir 3 millions de touristes algériens, est à la fois positive sur un plan économique. Les gens souffrent en Tunisie actuellement et ont besoin de ce ballon, de cette bouffée d'oxygène. Et en même temps, pour le président Saïd, qui a quand même, il faut pas l'oublier, même si on a tendance à peut-être réduire le caractère un peu autocratique de la décision, a quand même pris les pouvoirs pour un temps, c'est provisoire, je l'espère, et a proposé une réforme constitutionnelle de fond, qui est une réforme très importante sur laquelle beaucoup de points risquent de fâcher la société et risque d'avoir une adhésion de l'autre partie. Donc c'est vraiment un pays qui est fractionné en deux groupes, littéralement. Le conservatisme d'un côté, le progressisme de l'autre, et il a besoin effectivement de l'assentiment de la population en ayant cette ouverture, ce qui permettra de donner je le dis vraiment littéralement, c'est l'oxygène à l'économie tunisienne. Oui. Ça permettra de valider sa position, dit que finalement, dans sa relation avec l'Algérie, qui est une relation saine, il y a à la fois une relation de partenariat efficace et surtout une relation gagnant-gagnante. On n'oublie pas que les Algériens ont prêté 500 millions de dollars à la Tunisie. Tous ces éléments-là conduisent à penser que les choix politiques de Kais Saied par rapport à sa population vont peut-être être mieux vus et mieux compris. Oui, alors Monsieur Gamal Abina, si on doit faire un petit peu le point par rapport à la situation en Tunisie, et nous, en tant que voisins qui avons toujours soutenu ce pays, aujourd'hui, cette décision est un signe de très bonne volonté de l'Algérie, si on peut le lire ainsi. Tout à fait, parce que les raisons pour lesquelles l'Algérie a fermé les frontières étaient des raisons sanitaires. Vous l'avez bien observé, absolument. On avait une crise du Covid qui frappait le monde entier. Donc c'est pas des raisons d'inimitié, c'est vraiment une question de sécurisation. La Tunisie s'est enfoncée l'année dernière dans une crise sanitaire profonde. On a vu ces images assez atroces des hôpitaux tunisiens submergés de malades et surtout de morts qui étaient à peine ramassés quasiment, puisque la Tunisie n'arrivait plus à faire face à cette catastrophique situation sanitaire. Non pas que les Tunisiens n'aient pas d'hôpitaux, la Tunisie est réputée pour la qualité de ses hôpitaux, mais malheureusement le phénomène de massification de la contagion, puisque les décisions tunisiennes en matière de sécurité sanitaire n'ont pas été forcément efficaces, a conduit à ce qu'on se trouve être dans une crise profonde. Et l'Algérie a vu arriver le phénomène, elle a choisi l'isolement total pour des raisons que l'on comprend aussi. L'Algérie n'a pas forcément les moyens de faire face à un afflux massif de malades. On voit ce qui se passe en France, par exemple. Ça a été très difficile, donc l'Algérie a plus forte raison. Et donc, a choisi la sécurité, ce qu'on appelle le principe de précaution. Et là, en substance, il a été adopté non pas contre la Tunisie, mais pour protéger la population algérienne en cas d'une contamination trop massive. Oui. Et ça a duré 2 ans, ça a été difficile pour les deux pays d'ailleurs, faut pas l'oublier. Mais les Tunisiens ont su au fur et à mesure faire face, ils ont réussi à faire face à cette crise malgré tout. Mais la crise financière, elle, est restée. C'est-à-dire que ce qui a creusé les déficits en Tunisie, réellement, c'est le fait qu'il n'y ait plus de tourisme du tout, qu'effectivement, après la révolution de 2001, eh bien, il y a une sorte d'effondrement un peu généralisé de la production industrielle, et qu'aujourd'hui, la Tunisie est en phase de rémission. Alors, il faut du temps, il faut des soutiens, il faut une certaine solidarité entre les pays arabes, en l'occurrence. L'Algérie fait partie des principaux partenaires de la Tunisie, mais surtout, il faut donner des signes positifs aux Tunisiens pour leur dire qu'on ne les a pas abandonnés. Oui, absolument. Et je pense que c'est ce dont ils avaient le plus besoin, y compris donc le président Kais Saied, qui en ce moment est la cible de critiques de tout genre et de tout part. Donc à quelques semaines, je disais, c'est-à-dire le rendez-vous du référendum sur la Constitution est prévu pour le 25 juillet, une date qui n'est pas du tout hasardeuse, choisie par le président Kais Saied. Alors, j'allais dire, les Tunisiens vont voter pour une Constitution, mais est-ce qu'ils ne vont pas également voter pour un président ? C'est un peu le test pour le président tunisien. Eh bien, on peut dire, là, on a une histoire qui est fait bis repetita. On se souvient d'un autre vote qui a été référendaire aussi, qui a porté De Gaulle au pouvoir et qui, une seconde fois, l'a écarté du pouvoir en 69 quand il y a eu l'histoire du référendum qui n'a pas été forcément extrêmement favorable à De Gaulle. Il s'est donc écarté du pouvoir. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que le principe référendaire, c'est de dire que je vous fais une proposition de changement structurel conséquente, puisque Kais Saied est surtout et avant toute chose un juriste. Donc c'est un homme de lettres, c'est un homme de droit et c'est un homme qui s'appuie sur les principes de droit. Alors évidemment, quand il fait son coup de force, ça choque la population et ça choque le monde, mais en vérité, à la suite de différentes menaces qu'il commence à subir de l'extérieur, on se souvient des propos américains qui étaient extrêmement tendancieux le concernant, il veut montrer qu'effectivement, il consulte sa population, donc c'est une vraie démarche démocratique, pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour la réforme constitutionnelle, et de ce fait, est-ce que vous êtes d'accord pour le fait que je reste au pouvoir, ou que je continue mon travail comme votre dirigeant qui essaie de réformer le pays. Et ça, c'est un symbole fort, en même temps un signe pour dire j'ai l'adhésion ou pas du peuple. S'il gagne, eh bien à ce moment-là, il pourra poursuivre
poursuivre ces réformes. S'il n'obtient pas le oui qu'il espère, à ce moment-là, il faudra qu'il se remette en question et peut-être qu'il quitte le pouvoir. Mais ça, c'est encore une question qui lui appartient. Oui, alors, Monsieur Gamel Abina, cette annonce qui a été faite en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune, on peut dire que le président tunisien qui était venu pour célébrer avec son pays frère les festivités du 60e de l'indépendance n'est pas retourné les mains vides pour les Tunisiens. C'est une cagnotte, littéralement, j'en ai parlé tout à l'heure, de 3 millions de tourisme potentiel, et peut-être plus, parce que l'Algérie, on sait qu'en Algérie, les infrastructures touristiques sont en développement, mais on n'est pas encore au rythme qu'on peut espérer. C'est un grand pays, mais c'est vrai que les Algériens veulent sortir d'Algérie, veulent voir autre chose, veulent découvrir d'autres cultures. On le voit avec cet afflux massif en Espagne, par exemple, où il y a beaucoup d'Algériens qui partent en vacances, mais la Tunisie est vraiment un pays qui à la fois est un tourisme abordable, vous l'avez souligné, qui est un pays dont la culture et la langue et la religion sont communes, donc c'est facile de se fondre dans la population, et surtout un pays qui est en difficulté. Les Algériens vont en Tunisie déjà pour s'amuser, effectivement, mais surtout dans une démarche en même temps de soutenir l'économie de leur pays frère. Ça a été dit plusieurs fois dans les réseaux sociaux, dans les médias. Donc effectivement, quand ils y vont pour deux raisons. Une raison à la fois pour simplement se faire plaisir, et de l'autre côté... L'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Oui, très bien. Je me tourne vers vous, Monsieur Rafat Habib, qui venait donc de nous rejoindre à l'instant. Monsieur Rafat Habib, bonsoir. Oui, allô, bonjour. Oui. Alors, dites-nous, Monsieur Rafat Habib, comment cette nouvelle de la rouverture des frontières terrestres avec la Tunisie a été accueillie par les Tunisiens? Avec beaucoup d'euphorie, d'abord. C'est une bouffée d'oxygène qui était très attendue de la part des gens ici. Je voudrais ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que le tourisme algérien en Tunisie est un tourisme spécifique, c'est pas un tourisme essentiellement d'hôtellerie, c'est un tourisme qui se fonde dans le tissu social tunisien, c'est-à-dire que les Algériens viennent, habitent en ville, chez le propriétaire, et ça donne un vrai coup de fouet à l'économie locale, à la petite économie en fait, et c'est pour ça que c'est un tourisme qui est très apprécié par la population, parce que toute la rente qui est générée par l'arrivée de nos frères algériens est réellement dépensée dans les structures, les restaurants en ville, les logements des propriétaires, etc. Donc, d'abord, on s'est bien préparé à ça en Tunisie, et deux, parce que il y a maintenant une tradition de l'accueil de nos frères algériens, tant au niveau de la manière avec laquelle c'est traité par la population et par les professionnels du tourisme, mais aussi par les infrastructures qui sont adaptées maintenant à la demande algérienne. Oui, alors en plus de l'annonce de cette rouverture des frontières terrestres, M. Rafat Habib, le président algérien a également mis l'accent sur le vote pour la Constitution en appelant les Tunisiens, bien sûr amicalement, à aller voter pour le meilleur de leur pays. Un véritable coup de soutien là pour le président et pour la Tunisie. M. Rafat. Moi, je vois la chose d'un autre côté, si vous permettez. En fait, j'ai un éclairage un peu différent. C'est que maintenant, l'Algérie et la Tunisie ont en commun cette vision de la stabilisation de l'ensemble du Maghreb. Ça veut dire qu'on a un gros problème maintenant avec la Libye, qui pose un problème d'ordre sécuritaire. Tant qu'il n'y a pas cette stabilisation de l'ensemble du Maghreb, il y a un vrai problème pour nous. Oui. Et donc, ce qui se passe en Tunisie intéresse de très près l'Algérie. Ce qui se passe en Libye intéresse nos deux pays, l'Algérie et la Tunisie. Et ce qui se passe au niveau aussi d'autres pays du Maghreb, avec essentiellement cette arrivée en masse d'Israéliens à nos frontières, nous intéresse aussi. Donc maintenant, c'est une vision holistique de la sécurité nationale qui est engagée par les deux pays. Oui, vous faites bien de le dire parce que ça me permet un petit peu d'aller vers M. Gamel Abina. Au fait, je pense que l'avenir politique de M. Gamel Abina est sérieusement scellé entre la Tunisie et l'Algérie pour justement contrecarrer toute nouvelle menace dans la région. Vous savez, déjà, c'est une chose positive. Oui, tout à fait. Ce que l'Algérie est en train de créer, c'est une ceinture de sécurité autour de ses frontières.
C'est-à-dire que l'important soutien à la Tunisie pour des raisons économiques, parce que c'est un pays qui, faut dire rapidement, la Tunisie, c'est 10% d'agriculture en termes de PIB, c'est 25% d'industrie, ce qui est quand même un pays très industriel, malgré l'idée qu'on la Tunisie, c'est un pays qui a su passer à la absolument. Et puis après, le reste 65%, c'est surtout le service. Donc, ça veut dire que le tourisme a une part très importante dans le PIB et la fragilisation de la Tunisie, qui est consécutive à la révolution de 2011, a conduit à beaucoup de mouvements politiques un petit peu parfois violents. D'ailleurs, on l'a vu avec le Djebel sur la frontière algérienne, où il y a eu effectivement des groupes terroristes ou extrémistes qui prenaient les armes. Donc, la Tunisie était devenue une zone d'instabilité. L'Algérie a besoin de stabilité à ses frontières. On le voit avec le Niger, on le voit avec le Mali, où elle a ouvert ses frontières. C'est-à-dire que l'Algérie cherche à faire un cordon de sécurité pour stabiliser l'Afrique du Nord. Et parallèlement à cela, effectivement, il y a des enjeux internationaux. On voit bien la menace qui a été produite récemment par les États-Unis, qui commencent à dire que si la Tunisie devait ne pas redevenir une démocratie, ce qui est quand même assez fort de café de la part des Américains, il y aurait des sanctions sous la forme de lignes de crédit qui ne seraient pas données par le FMI. Oui. Donc effectivement, il y a nécessité de créer une ceinture de sécurité, de soutenir les pays qui sont en fragilité, parce que la Tunisie a toujours été très proche de l'Algérie historiquement, depuis la Révolution et même avant. C'est des pays qui ont toujours eu un destin commun. La Tunisie a une armée très faible. On se souvient des bombardements en 86, quand Israël est venu attaquer les organisations palestiniennes et assassiner Abu Jihad, par exemple. Tous ces éléments conduisent à dire que l'Algérie se considère un peu comme une sorte de partenaire et de grand frère militaire par rapport à la Tunisie. Oui. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a un échange intéressant. Les Tunisiens sont très très avancés sur un plan culturel. C'est un pays qui a réussi sa révolution sur le plan de la formation, puisqu'il y a 100% d'alphabétisation en Tunisie. C'est le pays le plus éduqué du monde arabe avec les Palestiniens. Donc ça dit des choses. La modernisation en Tunisie a bien fonctionné. Aujourd'hui, les fragilités économiques sont conduites par plusieurs éléments extérieurs et intérieurs. Donc, c'est des problèmes qui sont liés à des questions politiques et des questions effectivement régionales. Et l'Algérie se doit, en tant que pays maghrébin, de soutenir son frère, parce qu'aujourd'hui, il y a une passe difficile, mais demain, on bénéficiera certainement de ce partenariat stratégique. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina. Monsieur Rafah Tabib, les Tunisiens ont rendez-vous avec les urnes pour choisir leur constitution d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on doit en attendre de ce rendez-vous référendaire? D'abord, un changement total du profil des acteurs politiques, parce que maintenant la question de la souveraineté nationale est devenue pratiquement le chapitre le plus important de l'ensemble de cette constitution. Il n'y a plus maintenant de place pour les acteurs qui sont en relation avec les puissances étrangères. Ça, c'est une donnée fondamentale. Il y aura moins d'effritement du pouvoir en Tunisie, dont on a souffert pendant une dizaine d'années, avec une absence totale de visibilité au niveau des grands choix politiques. Et puis 3, il y a 2 ou 3 actions ou axes de travail qui vont être primordiaux pour l'avenir de la Tunisie, qui font partie de notre héritage politique en Tunisie, à savoir l'école, puisqu'il va y avoir un conseil national pour l'éducation et la formation. 2, il va y avoir un grand travail au niveau de l'environnement et de l'écologie, parce que on a vécu une décennie où il y a eu un abandon total des projets de protection de l'environnement. Et 3, il va y avoir une autre réflexion beaucoup plus proche des intérêts de la Tunisie en ce qui concerne les ressources. Et nous savons maintenant que l'une des ressources les plus importantes dans le monde, après ce qu'on a vécu avec Covid et surtout après la guerre en Ukraine, c'est le phosphate. Et la Tunisie est l'un des pays qui a été pendant très très longtemps un des plus grands producteurs de cette denrée essentielle pour l'économie mondiale. La Tunisie maintenant voudrait reprendre sa place et surtout tirer profit de cette ressource. Donc il y a une très grande réflexion au niveau économique, mais bien sûr il y a des gens qui vont perdre les faveurs dont ils jouissaient dans l'ancien régime, et vont essayer de pervertir le débat en Tunisie sur des questions religieuses, sur des questions ayant trait à la question de l'identité nationale, par exemple. Oui. Alors, Monsieur Rafah Tabib, on sait très bien qu'en ce moment, le président tunisien est très critiqué de par les partis politiques, mais également de la société civile, peut-être parce que tout simplement, il a un petit peu mis le temps pour entamer les réformes. Est-ce que vous pensez, et ça, on reste dans l'expectative, est-ce que vous pensez que le taux de participation franchira les 50%?
De toute façon, lorsqu'on voit les élections en Tunisie, c'est un peu le cas dans les pays voisins. Généralement, l'abstention est très très élevée. Il y a eu des élections, par exemple, locales au niveau des municipalités, et le taux n'a pas dépassé les 30-35%. Pourtant, ce sont des élections très très importantes lorsqu'on voit le rôle qui est joué par les municipalités au niveau local. Donc, le taux de participation, plus c'est l'été, etc., bon, je ne table pas sur une très grande participation. Par contre, ce qui serait intéressant de sonder, moi, à mon avis, dans les jours à venir, ça va être le taux du oui. Ça, c'est important, et surtout dans les régions. Parce que si on se rend compte que maintenant, ce sont les régions qui, grâce à la nouvelle architecture institutionnelle et représentative, avec la création de ce Parlement des régions, qui va donner énormément de pouvoir au local, je pense qu'il va y avoir des régions qui vont très intéressées par cette nouvelle architecture et qui vont participer en masse à ce suffrage. Très bien. Ça, c'est la chose la plus importante parce que on l'oublie toujours. Il n'y a pas en Tunisie que des problèmes économiques. Il y a aussi un problème territorial. Et nous savons maintenant que dans le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, on a un vrai problème territorial. Ça veut dire qu'il y a des pays, il y a des puissances qui voudraient que nos pays ne soient plus des pays centralisés avec des systèmes unitaires qui permettent une intégrité territoriale. Oui. Très bien. Monsieur Gamal Abinab, vous souhaitez réagir? Je disais à Monsieur Arafat Habib, est-ce qu'il pensait, pour faire un petit peu dans les prévisions, que le taux de participation dépasserait les 50%, en voulant dire, bien entendu, est-ce que le taux des oui dépasserait les 50%? Car pour beaucoup d'observateurs, ils disent qu'aujourd'hui, ce référendum n'est pas qu'un référendum pour la Constitution, mais également peut-être un plébiscite pour le président Kais Saïed. Monsieur Gamal. Absolument, il faut savoir très rapidement qu'effectivement, il y a un problème de taux de participation et Nahda refuse et veut conserver la réforme de 2014 qui avait été faite. Et c'est logique puisque ça leur est pas très favorable. C'est un régime présidentiel qu'il veut installer, le président Kais Saïed. Il veut garantir aussi qu'il y ait une instabilité chronique qui disparaisse de l'Assemblée, parce qu'on a eu beaucoup de différents mouvements politiques, de gouvernements qui sont constitués puis qui ont été destitués. Il veut stabiliser le pays. C'est un peu, alors évidemment, ceux qui vont le critiquer vont dire que c'est une démarche dictatoriale pour rendre une sorte d'hyper-présidentialité qu'on voit un petit peu à l'américaine ou à la française. Mais je pense que la démarche, avant toute chose, c'est la stabilisation du pays. Après, ses opposants, évidemment, sont vent debout contre lui, puisqu'ils ont été écartés du pouvoir et semblent avoir du mal à y revenir. La question qui vient d'être évoquée par rapport à la régionalisation, c'est qu'effectivement, la Tunisie a donné le sentiment pendant des années, à l'époque de Ben Ali, que tout allait bien parce que, effectivement, comme dans les pays arabes en général, mais surtout en Afrique du Nord, la bande côtière, tout ce qui est bande d'accueil, on dira des touristes, ça se passait bien, c'était assez développé, c'était stable, c'était beau. Mais l'intérieur des terres, on voit bien avec Gafsa et toutes les régions qui ont été un petit peu déshéritées. Là, par contre, les problèmes se posaient. C'est d'ailleurs pourquoi la révolution a démarré là-bas. Aujourd'hui, la question du régionalisme se pose en termes de redistribution. L'hypercentralisation des pouvoirs pose des problèmes et en même temps, la réforme de la Constitution propose à ce que le président soit très très puissant. Donc c'est ce qui se discute, s'ils se disputent. Mais les Tunisiens en ont marre de la stabilité. Je pense qu'il y aura une participation importante. Il ne faut pas perdre de vue que les partis d'opposition comme Ennahda sont réellement opposés à ça. L'UGTT est en train de discuter pour savoir si oui ou non ils sont opposés. On a vu qu'ils étaient présents, d'ailleurs, je crois, il me semble, au défilé, un des responsables du l'UGTT. Oui. C'est le principal syndicat tunisien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, effectivement, la société... Oui, absolument. Oui. Mais la société est très partagée aujourd'hui par rapport à ça. Donc on se demande si on va retourner dans un régime de type dictatorial, c'est comme ça que la caricature le dit, ou si on va avoir un régime présidentiel. Je pense que c'est très exagéré. Je pense que le président Kais Saïed n'a pas l'intention de faire ça pour des raisons simples. C'est d'abord parce que c'est un homme âgé, donc je pense qu'il va pas se faire une carrière de dictateur comme le disait De Gaulle à l'époque. Et en même temps, je pense que la Tunisie a besoin de stabilité, qu'il faut un pouvoir fort malgré tout. C'est triste à dire, mais malheureusement, quand on est en difficulté, le seul moyen d'y arriver, c'est que la direction politique soit ferme sur ses positions. Oui. Monsieur Arafat Habib, juste une petite réaction avant de clore cette émission. Si vous le souhaitez, bien entendu, allez-y. Oui, alors, c'est vrai, moi je suis d'accord sur la question de la centralisation du pouvoir pour pousser le pays à trouver des solutions
pour des questions qui sont restées en suspens et on n'a trouvé aucune instance en Tunisie susceptible de répondre à ces exigences populaires. Et maintenant, il y a eu des revendications qui attendent, et je pense qu'elles vont s'exprimer dans ce référendum, qui sera bien sûr un plébiscite sur la personne du président, mais surtout un plébiscite sur la volonté des gens d'en finir avec la décennie de perdition qu'on vient de vivre. Parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'il y a eu une érosion non seulement de l'économie, mais surtout de la classe moyenne en Tunisie, qui a toujours été le fondement de toute l'activité économique et de toute la modernisation du pays. Et ce qu'a fait Ennahda, c'est très simple, elle a transféré une très grande partie des richesses qui étaient détenues entre les mains de cette classe moyenne vers des secteurs tels que l'informel, etc. Et ça a créé des revendications qui sont maintenant très très dures, surtout au niveau des villes et des villes de l'intérieur principalement. Oui, mais je pense qu'il y a avec Ennahda également une mafia politico-économique qui, elle, également ne veut pas baisser les bras et ne veut pas lâcher le morceau. Ah, totalement, et on est en train de le voir aujourd'hui au niveau des médias. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre qui est faramineux, qui donne vraiment à penser. Oui. Les 88% des personnes sondées dans un sondage, tout ce qu'il y a de plus sérieux, 88% des sondés n'ont strictement aucune confiance dans les informations et surtout dans les plateaux politiques des radios et des télés privées en Tunisie. Or, toutes ces télés, toutes ces radios font campagne totalement contre le référendum. Ils appellent même pas pour le non, ils appellent carrément pour le boycott. Et donc là, on se pose une vraie question. Est-ce que le pays après 10 ans de révolution, de compromission de ces élites, n'est pas parvenu à un stade extrêmement dangereux de refus, de rejet de cette élite de la part d'une très grande partie de la population, et d'un autre côté, d'un déni total de cette élite vis-à-vis de son peuple. Oui. C'est une question primordiale que les anthropologues et les sociologues, les spécialistes de la communication devraient vraiment prendre au sérieux, parce que vraiment on est en train de vivre un véritable schisme maintenant entre, d'une part, ceux qui sont en train de défendre une vision de la Tunisie qui n'a strictement plus rien à voir avec sa réalité, et un peuple qui se retrouve dans ce président. C'est peut-être une question de représentation, mais elle se retrouve dans ce président, et peut-être qu'elle va voter en masse pour lui. Très bien. J'espère en tous les cas. Monsieur Gamal Abina, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire, je pense, Monsieur Alafat Habib, mais brièvement. Oui, très, très simplement, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie a besoin de stabilité, la Tunisie est en difficulté, la Tunisie doit, effectivement, il y a des enjeux importants, c'est un pays très éduqué, c'est un pays qui a réussi sa révolution. C'est des choses importantes parce que la Tunisie est un modèle malgré tout. Et je tiens à rappeler une chose importante pour tout le monde arabe en général. Chercher un Tunisien qui ne sache pas lire et écrire, ça n'existe pas. Donc une force comme ça de travail mérite d'être transformée en force de réussite. Et malheureusement, la Tunisie a traversé des moments difficiles. Mais je pense que là, c'est un tournant décisif qui va être observé à ce référendum qui, pour ceux qui n'aiment pas évidemment la démocratie, refusent de participer. Il faut participer au référendum. Il faut voter oui ou non, mais il faut voter. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci pour avoir intervenu dans notre émission. Merci à vous également, Monsieur Alafat Habib, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission. Au revoir, bonsoir et à très bientôt.